السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح أنيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد بلجيكا بخصوص هذا حسب الخبراء بالصحة هناك مجموعة من المرضى الذين أصيبوا بعدوا بهذا المرض، ولكن إلى حد الآن بعد 3 أشهر ما زالوا يحسون بأعراض هذا المرض. في البداية كان لم تكن لهم أعراض قوية في البداية، لذلك لم يدخلوا المستشفى ولكن عادوا إلى منازلهم. ولكن سوف نرى هنا مجموعة من شهادات بعض الأشخاص الذين أصيبوا بهذا المرض، ولكن لحد الآن لم يشفوا من هذا المرض، وما زالوا عندما يعملوا تحاليل يجدون أنهم ما زالوا مرضى بهذا المرض، وما زالت يحسون بالتأثيرات مثل العياء الشديد مجموعة من الأعراض التي ترتبط بهذا المرض ما زالوا يعانون منها إلى حد الآن بعد مرور 3 أشهر. هذا ما سنراه بالتفصيل في هذا الفيديو الذي نسمع فيه شهادات بعض الأشخاص رغم صغر سنهم إلا أنهم ما زالوا يعانون من نتائج هذا المرض إلى حد الآن. هذا ما سنراه في هذا الفيديو. Sur ceux que l'on appelle les malades Covid de longue durée, nous avons rencontré une malade qui 3 mois après avoir contracté le virus a toujours des symptômes de la maladie. Elle a des difficultés à respirer, elle a des chutes de tension et s'essouffle au moindre effort. Reportage, mais aussi témoignage recueilli par Pascal Bolekens. Anne-Sophie Spiet n'en revient toujours pas. Le 28 mars dernier, elle tombe malade. On est alors en plein pic de l'épidémie de coronavirus. J'ai dû aller 4 fois aux urgences sur l'avis de mon médecin généraliste. À chaque fois, la SAT était bonne, donc on ne me gardait pas. Mais dès le début, ils ont vu que dans les poumons, il y avait 10% des poumons qui étaient atteints. Après 2 semaines, les symptômes de la grippe sont partis, mais pas le reste. 3 semaines plus tard, elle se croit guérie. Et puis, 5 jours après, ça recommence. Toujours très essoufflée. Toujours les douleurs thoraciques et alors la fatigue. Je dois beaucoup dormir, je ne sais plus faire grand-chose. J'ai du mal à tenir des conversations au téléphone. J'ai du mal à monter des escaliers. C'est vraiment tout le quotidien, je ne sais plus rien faire. Aujourd'hui encore, 3 mois après l'infection, elle est dans le même état. Anne-Sophie Spiet souffre en fait de ce qu'on appelle le Covid de longue durée. Les infectiologues ne sont pas étonnés. C'est pas la première maladie infectieuse qui donne ce genre de choses. On a de multiples exemples en maladies infectieuses. En termes de virus, par exemple, la mononucléose peut donner des symptômes qui traînent pendant plusieurs mois. La dengue, le chikungunya sont des virus tropicaux qui peuvent aussi donner une fatigabilité anormale ou des douleurs articulaires, des douleurs bizarres pendant plusieurs mois. Je me sens épuisée. Anne-Sophie Spiet n'est pas la seule dans le cas. Même monter les escaliers est difficile. Sur les réseaux sociaux, sous le hashtag J120, les témoignages se multiplient comme ce jeune de 21 ans qui désespère 4 mois après sa maladie. J'ai 21 ans et à l'heure où tous les gens de mon âge reprennent le sport, je me demande si je pourrais en refaire un jour. Il représenterait entre 5 et 10% des malades qui ont fait un Covid avec des symptômes sans nécessairement être hospitalisés. Il pourrait mettre des mois à s'en sortir. Et même si le virus n'est plus là, il reste aussi parfois positif au test PCR. وحسب الخبراء في مجال الصحة هذه الأعراض تكون مرتبطة بهذا المرض وكأمراض أخرى، حيث يبقى هذه الأعراض مدة طويلة ملتصقة بالمريض كما هو يحدث الآن بالنسبة لهؤلاء المرضى الذين سوف نراهم في هذا الفيديو. كما أنه جراء هذا المرض أصبحت مجموعة من المستشفيات البلجيكية تعاني من أزمة مادية حادة، لأن لم يكن لهم مداخيل كما في السابق بسبب هذا المرض. لذلك هم يعانون من أزمة مادية قد تصل بهم إلى الإفلاس إذا لم يتدخل، إذا لم يجدوا من يساعدهم بالنسبة لهذه الأزمة. ورغم أن الدولة قد أعطتهم مساعدات على شكل قروض، إلا أنها بما أنها قروض فهم مجبرين إلى سدادها في مرحلة أخرى. وهذا ما يشرحه مدير مستشفى بمدينة لالوفيير وكذلك مستشفى سان بيير ببروكسل. هنا يتبين بأن مجموعة من المستشفيات أصبحت الآن تعاني أزمة مادية خانقة بسبب هذا المرض، وهم في انتظار تدخل الدولة لمساعدتهم على
لمساعدتهم على مواجهة هذه الأزمة، وإلا كانوا مضطرين إلى طلب يعني قروض من الأبناك أو غيرها. وهناك بعض المستشفيات التي قد يمكن أن تغلق أبوابها وتعلن إفلاسها إذا لم تجد من يساعدها في هذه الأزمة. Le personnel est donc très inquiet, médecins, infirmières bien sûr, mais aussi tous ceux qui ne côtoient pas forcément les patients et qui travaillent davantage dans l'ombre. Un reportage, il est signé Isabelle Coutars. Nous sommes à l'hôpital de Jolimont, à la Louvière. Un hôpital qui, comme les 5 autres hôpitaux du groupe Jolimont, fait face à une crise financière sans précédent. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 40 millions d'euros qui sont perdus sur l'activité. On gagne 1 million, 1,5 million par an, 40 millions de déficit. Au rythme actuel, il faut 40 ans pour pouvoir éponger ça, ce qui est totalement irréaliste. Si l'hôpital reste dans le rouge sur le long terme, il devra faire des économies dans tous les services, à commencer par les moins connus des patients comme la buanderie de Jolimont. C'est l'une des dernières directement implantées au sein d'un hôpital belge. Draps de lit ou encore vêtements du personnel, ici 1000 tonnes de linge sont nettoyées tous les ans. Mais avec les problèmes financiers du groupe, le responsable du service craint que la buanderie ne soit externalisée. Vous allez dépendre, si cette buanderie disparaît, totalement de l'extérieur. Et la crise Covid vous a montré quels étaient les dangers potentiels d'une dépendance trop importante à l'extérieur, si vous regardez simplement le problème des masques. Donc le fait de l'avoir dans nos murs, c'est un réel avantage pour nous, parce que nous avons une maîtrise du processus et nous pouvons répondre rapidement à des besoins exceptionnels. Aux urgences, ces pertes financières sont aussi une source de réflexion pour les médecins. Quand on prescrit un examen, par exemple, au lieu de cocher vraiment une grosse prise de sang générale, c'est plus facile de pousser sur un bouton, je vais réfléchir et je vais vraiment cocher élément par élément. Donc, c'est vraiment pour dire toute petite geste qu'on peut faire pour diminuer le coût au niveau du soin de santé global va avoir vraiment un impact à long terme. Pour aider les hôpitaux, l'État belge a débloqué 2 milliards d'euros. 2 milliards d'avance. La grosse difficulté, c'est qu'en termes d'aide, nous avons reçu un prêt. Et la caractéristique d'un prêt, c'est que c'est susceptible de devoir être remboursé en tout ou en partie. Alors l'avance, quelque part, elle protège contre la faillite, mais si ça n'est pas régularisé, on se trouve avec un problème de continuité, effectivement. Il n'y a pas qu'à Jolimont que cette crise financière inquiète. Le CHU de Liège estime les pertes sur son chiffre d'affaires cette année à 44 millions d'euros. Au CHU Saint-Pierre de Bruxelles, elles sont comme à Jolimont de 40 millions d'euros. L'hôpital n'a en effet eu presque aucune rentrée financière pendant la crise du coronavirus et il a dû investir notamment dans des respirateurs. Mais ici, on se demande ce qu'il en sera de l'avenir de leur entretien. Par exemple, on a vu dans certains pays de ventiler des patients avec un respirateur qui allait ventiler 2-3 patients. Enfin, nous, on ne veut pas en arriver là. S'il n'est pas question d'en arriver là pour le directeur général de l'hôpital, celui-ci tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Ce qu'on va devoir faire dans l'immédiat, si on n'est pas aidé par le gouvernement, c'est aller solliciter, comme des quémandeurs, comme des mendiants, des prêts bancaires. Mais donc ce serait quand même terrible que les hôpitaux doivent s'endetter pour payer une crise, alors que nous avons été un acteur majeur à l'avant-plan. À l'avant-plan, hommes et femmes de ménage l'ont aussi été en désinfectant les chambres des patients Covid. Pour eux, ces dettes sont incompréhensibles. On a peur de perdre notre boulot, hein. Donc c'est normal. On a donné du temps, de l'énergie, on a laissé des fois nos familles et tout pour rester vraiment à l'hôpital, tout proche des gens et tout ça pour les aider. Si le ministère de la Santé assure qu'il tiendra compte des surcoûts et frais liés à la crise dans le calcul du budget des hôpitaux. كما فتحت مدينة باريس للسياح وللزوار برج إيفل لزيارته بعد أن كان قد أغلق مدة يعني الحجر الذي فرضته فرنسا على المقيمين بفرنسا، ولكن ابتداء من اليوم بدأ الزوار يزورون برج إيفل، ولكن يجب أن يصعدوا الدرج يعني الدرج العادي، ولا يمكنهم أن يصعدوا بالمصعد، وذلك احتراما للمسافات الاجتماعية بين الأشخاص تجنبا للعدوى بين هؤلاء الزوار، وهذا ما سنراه بهذا الفيديو. Quand il fait très très chaud dehors, parfois il déraille un peu, donc on est resté un long moment coincé dans l'ascenseur, mais ça va mieux,
On peut vous montrer maintenant cette vue sur Paris, vous parler un peu de ce jour historique à Paris parce que cette réouverture est tout à fait symbolique. Vous savez, 3 mois de fermeture, c'est historique, 9 millions d'euros de pertes pour la Tour Eiffel et les visiteurs qu'on a croisés ici nous ont dit que pour eux, vraiment, c'était le signe que la vie était en train de reprendre. Il faut dire que la Tour Eiffel aussi fait des efforts pour attirer notamment les visiteurs plus locaux, vu que les touristes mondiaux ne sont pas encore là. Des efforts financiers notamment, puisqu'on peut faire visiter aux enfants, s'ils acceptent bien sûr de monter les marches, pour 1,30 € la Tour Eiffel. Et puis il y aura aussi tout l'été ici des DJ, les jeudis soirs, les vendredis soirs. C'est le moment de venir parce que normalement il y a 23 000 visiteurs par jour à cette saison, mais évidemment aujourd'hui et dans les jours qui viennent ça va être beaucoup plus. ل 12 رحلة عبر القطار، هذا ابتداء من شهر غشت. ولمن أراد أن يحصل على هذه التذاكر المجانية التي هي فيها 12 رحلة فقط، يمكن أن يعمل طلب عبر الانترنت على يعني موقع شركة السكك الحديدية البلجيكية، ولكن لن يبدأ هذا إلا ابتداء من شهر غشت يعني أوت. ويمكن للأشخاص أن يسافروا بهذه التذاكر المجانية مرتين في الشهر حتى لا يكون هناك ازدحام في القطارات لتجنب العدوى بهذا المرض.